Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour, j'ai grand plaisir à vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 21e numéro d'Entre nous soit dit. Cette émission aujourd'hui va être consacrée pour l'essentiel à la politique française et nous n'avions pas de meilleur invité possible que Jean-François Probst. Jean-François Probst, bonsoir. Bonsoir à tous et à vous en particulier, mon cher Claude. Merci Jean-François. Donc tous ceux qui connaissent Jean-François Probst, eh bien, pour eux, aucune présentation n'est nécessaire. Et pour ceux qui, par extraordinaire, ne l'auraient pas jusqu'à présent vu sur un écran ou entendu sur une radio, il est certainement le meilleur connaisseur de la politique française depuis fort longtemps d'ailleurs, plus de 30 ans. Et j'en veux pour preuve le dernier ouvrage qu'il a publié, Chirac, mon ami de 30 ans, que je vous présente à la caméra aux éditions de Noël. Alors, cette émission ne va pas être consacrée à Jacques Chirac, mais au fond, 2 mois et quelques jours après que Nicolas Sarkozy a été intronisé dans ses fonctions, on se demande vraiment quelle est la filiation, quelles sont les mesures qu'il prend et qui s'inscrivent très directement dans le chiracisme, quelles sont les innovations et surtout quel est l'avenir. Donc, il m'a semblé qu'il était nécessaire que nous fassions le point. Et précisément dans cet ouvrage que Jean-François Probst a publié très récemment, on trouve bon nombre de notations qui sont comme des petits cailloux blancs qui permettent de voir comment les choses vont évoluer. Alors, 2 mois et quelques jours après que Nicolas Sarkozy a pris ses fonctions, mon cher Jean-François, est-ce que vous en tirez un bilan globalement positif, comme on disait au temps de l'Union soviétique, ou bien est-ce que vous êtes encore dans une expectative prudente, attendant les premiers résultats ? Il est vrai, mon cher Claude, que Georges Marchais, le leader des communistes français, qualifiait de globalement positif un bilan d'une Union soviétique qui venait d'envahir l'Afghanistan, souvenez-vous. Et au moment de cet envahissement, le président Giscard d'Estaing, en fin de septennat, allait serrer la main de Brejnev à Varsovie, ce qui avait permis au candidat Mitterrand de le traiter de petit télégraphiste. Lorsque Nicolas Sarkozy était candidat à la présidence de la République, il y a quelques mois... Il y a 30 ans, je vais vous dire. Il y a... au moment où il était à New York, voilà. Et où tout en saluant des pompiers, des familles qui avaient été marquées par l'attentat du 11 septembre, je le revois encore un peu guilleret, serrant les mains en campagne à New York, alors qu'il était dans une caserne qui avait été marquée par le malheur. Donc il y a chez Nicolas Sarkozy quelque chose d'assez guilleret permanent, avec le pouce en l'air, l'air de dire ça marche regardez, pour moi. ça va, ça baigne, ça marche pour moi, comme disait la chanson. Voilà. Et alors, souvenez-vous qu'en rentrant de New York et de Washington, où il avait rendu visite au président Bush, il avait dit aux journalistes dans l'avion, 2 points, ouvrez les guillemets, moi je ne suis pas de ceux qui serrent la main, la pogne, avait-il dit, de Poutine. Alors pour répondre à votre question, chez Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, moi je vois quelque chose que j'ai bien souvent vu chez lui depuis l'année 75, que je le connais. Il y a un peu de chaban, c'est-à-dire on monte les escaliers 4 à 4, on se montre sportif, donc jogging, yachting. Et puis, il y a un peu de show-off, comme savait le faire Chaban-Delmas, mais encore beaucoup plus comme savait le faire Giscard d'Estaing, c'est-à-dire les gadgets, 14 juillet, le Tour de France, Polnareff, et puis des effervescences avec une ouverture dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure, parce que je crois que c'est un sujet. Ouverture-fermeture. Et puis beaucoup d'autosatisfaction. Non pas comme 80% des Français le pensent, parce que quand on leur demande qu'est-ce que c'est que l'autosatisfaction, 80% de nos compatriotes pensent que c'est la satisfaction qu'on requiert de son automobile. Oui. Non, je crois que Nicolas Sarkozy est assez simplement et depuis longtemps très content de lui. Et alors, tous ces gadgets qu'on avait vus à l'époque de Giscard d'Estaing, le dîner chez l'habitant, les éboueurs dans la vaisselle de vermeil de l'Élysée, les chasses au thon et à Rambouillet, etc. Chez le Kaiser Sarkoko, nous avons déjà un peu ça, c'est-à-dire, on a parlé du yachting, de l'avion privé de Bolloré, mais on vient de voir aussi la récupération de la lanterne. Je lui souhaite que ça ne provoquera pas les mêmes chants que ceux les chants révolutionnaires. Les aristos à la lanterne. Voilà. Et puis, il y a du Chirac quand même un peu chez Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une dose de culot, d'allant, de capacité à bousculer les lignes, comme on dit maintenant, pourquoi pas. Et puis un peu de Mitterrand,
de Machiavel, un peu de billard trois bandes, des trucs un peu biscornus, on en parlera tout à l'heure, comment l'impératrice Cécilia se retrouve-t-elle dans l'affaire des infirmières bulgares. Bon. Alors le bilan c'est quoi? Pour le moment il n'y a pas de texte de voter, à part 2 ou 3, mais quand même avec un président élu à 53% et 2 majorités aussi fortes à l'Assemblée et au Sénat, théoriquement les réformes devraient aller de l'avant. Et on verra tout à l'heure, je suppose, dans les questions que vous ne manquerez sûrement pas de me poser sur l'économique et le social, que pour le moment, il ne peut pas y avoir de résultat. Et là, on ne peut pas jeter la pierre au président de la République. On a eu quoi depuis 70 jours? Un défilé européen sur les Champs-Élysées, donc plutôt une fête européenne qu'une fête nationale. Un beau concert de Michel Polnareff, et ma génération est ravie de savoir que la poupée dit toujours non. Et que nous irons tous au paradis. Nous allons bientôt être au paradis. Enfin, pour le moment, je crois que les Français sont encore dans le chômage et la précarité, dans l'insécurité dans la rue et dans l'immigration tout à fait massive. Et puisque les électeurs de Jean-Marie Le Pen et de Philippe de Villiers ont rejoint le camp de Nicolas Sarkozy, j'espère au moins que le président Sarkozy et le Premier ministre Fillon ne décevront pas ses électeurs. Pour le moment, j'entrevois déjà les prémices d'une difficulté d'être entre le Premier ministre François Fillon et le président de la République. J'entrevois des folies médiatiques avec des conseillers de l'Élysée qui s'expriment comme s'ils étaient des élus ou des responsables, mais j'ai toujours eu une conviction que M. Guénaud était borderline dans ses activités personnelles et politiques. D'ailleurs, il a été battu dans le 5e contre Jean Tibéry en 2001. Il avait été jeté auparavant par Alain Juppé, Dominique de Villepin, du commissariat au plan. Et puis, moi j'ai une espèce de conviction, c'est que le président élu c'est Nicolas Sarkozy, et si quelqu'un doit s'exprimer, c'est le président, ou alors le Premier ministre, c'est les membres du gouvernement. Enfin, dans le bilan actuel, il se passe tout de même quelque chose de nouveau. C'est que la police française a cru entendre qu'il fallait contrôler les identités de tous les jaunes, les blancs, les noirs, les rouges qui se promènent dans la rue. Et bizarrement, il y a une espèce de climat sécuritaire qui portera peut-être ses fruits, mais il se fait que samedi, avant-hier, je me promenais à Little Africa, entre Barbès, Goutte d'Or et Château-Rouge, et là, je recommande au président de la République d'aller y faire un tour, puisqu'il n'a pas pu aller en banlieue pendant qu'il était candidat à la présidence de la République, et qu'il semblait craindre les racailles qu'il aurait voulu nettoyer au Karcher. Je lui suggère d'aller faire un petit tour à Château-Rouge. La chanson africaine disait « À Château-Rouge, il y a tout ce qu'il faut ». Et là, je crois que nous avons la palette de la France de demain, avec ou sans papier. Et ça nous amènera à l'autre question de tout à l'heure, puisqu'il semblerait que dans le bilan, il faudrait dire que à Bruxelles, c'était un grand succès, qu'on a un mini-traité et que c'est merveilleux, et que Nicolas Sarkozy aurait mis le train Europe de nouveau sur les rails. Moi, si j'en juge par les pêcheurs d'Anchois de Saint-Jean-de-Luz, ils sont prêts à l'émeute et à la révolte parce qu'on veut les priver de manger, de gagner leur pain, leur poisson pendant 1 an, et Bruxelles veut décider. Alors, au total, le bilan est mitigé, c'est-à-dire médiatiquement, c'est plutôt « je suis partout, regardez comme je suis capable ». Ma femme est belle, et je le dis à la télévision, même ma belle-fille, Judith, que je voudrais que tous les Français connaissent, est belle, je voudrais que vous le sachiez. Bon, je crois que Chirac n'osait pas des choses aussi excessives. Giscard osait des gadgets, genre Tour de France, ou infirmière de Bulgarie, mais il faut se méfier du retour de bâton dans ces cas-là. Et si vous le voulez bien, après cette première intervention, on ira au fond de chacune des questions diplomatiques, parce qu'il y a quand même des grands sujets dans le monde qui sont graves, et dont manifestement le président ne s'est pas pour le moment emparé. Économique. Je ne crois pas qu'il suffit médiatiquement et par effet d'affichage de sembler ouvrir en faisant nommer M. Strauss-Kahn patron du FMI qu'on va changer la face du monde. Alors, M. Sarkozy a dit que M. Strauss-Kahn était le plus moderne des socialistes. Moi, j'ai souvenir, et vous aussi, mon cher Claude, sûrement, qu'avant Mme Aubry, l'inventeur des 35 heures s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Enfin, sur le plan social, et là nous en parlerons sûrement tout à l'heure, il y a eu un pas de tango argentin ou de rumba congolaise vis-à-vis de la réforme universitaire et des étudiants, c'est-à-dire que M. Sarkozy, président de la République, a
déposséder Mme Pécresse du dossier et de la faire monter à l'Élysée. Dans d'autres domaines, je ne me rappelle pas l'aventure de la TVA sociale, il y a eu une avancée, une reculade terrible. Et là, le président Sarkozy, de mon point de vue, prend un risque majeur en chantant quasiment l'existence de Matignon du Premier ministre, en vendant le ministère de la coopération rue Monsieur aux Chinois, je vous en parlerai tout à l'heure parce que ça, je crois que ça relève du scandale national. Alors, pourquoi ne vend-on pas Matignon à une puissance étrangère? Alors, j'aimerais quand même, pendant un instant, vous maintenir sur le terrain politique. Nous aborderons bien sûr les problèmes économiques, sociaux et diplomatiques après, mais il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce phénomène d'ouverture. Je vous avoue franchement qu'à mon humble point de vue, ça n'a aucun sens. Je veux dire que Sarkozy a été élu sur une politique de droite, très clairement exprimée. Il a capté une bonne partie des voix qui se portaient auparavant sur Jean-Marie Le Pen. On peut estimer environ à 5 millions le nombre des voix d'une droite ferme, d'une droite de conviction, qu'il a emporté. Ces gens-là n'attendaient évidemment pas d'ouverture. Mais enfin, admettons qu'on en fasse une. Mais là, ce qui est frappant, c'est que c'est une ouverture sans nécessité. Certains citent parfois l'ouverture qu'avait faite le général de Gaulle quand il était simple président du Conseil. Mais attendez, ça avait un objectif très précis. Il s'agissait d'aller de la 4e à la 5e République et de faire en sorte que les forces de la 4e République ne s'y opposent pas d'une manière telle qu'on ne puisse rien faire. Donc ça n'a strictement rien à voir, il y avait une nécessité politique. Ensuite, il y a eu quelques débauchages ici et là, les plus connus ont été ceux de François Mitterrand en 1988. Bon, et voilà, je trouve qu'on est exactement dans le même cas de figure que 1988, et surtout, je ne vois pas le sens politique que pourrait avoir cette ouverture. Est-ce que vous-même vous en voyez un? J'essaye de l'entrevoir. Et comme vous êtes, Claude Reichmann, c'est sûrement celui qui m'a interrogé le premier depuis votre micro radiophonique il y a 5 ans, au moment où Jacques Chirac avait gagné avec 82,5% au second tour des élections présidentielles. Je m'étais permis de vous dire que, de mon point de vue, il était temps que le nouveau président de la République nomme un gouvernement, j'avais même dit, d'union nationale, comme le général de Gaulle en 1958. Ce que le général ce qui n'est pas exactement la même chose, pardon. Ce que le général de Gaulle avait fait, c'était nommer des patrons de formation politique incontestés. Pour les plus jeunes, je rappellerai que Guy Mollet était le patron de la SFIO, Antoine Pinet était l'homme des indépendants, André Bouloche était l'homme du radical socialisme, et bien sûr Michel Debré, l'homme des gaullistes, sans oublier Maurice Schumann, qui tout en ayant été la voix de Londres, était également l'homme du MRP. Vous rappelez à juste titre que François Mitterrand, Giscard avait tenté de le faire en 78, n'y avait pas réussi au moment où ce pauvre Robert Boulin, malheureusement, avait été assassiné. Et puis voilà que M. Mitterrand parvient en 88, au moment du gouvernement Rocard, souvenez-vous, à faire rentrer Stoléru, Soissons, Durafour, je ne sais qui, dans un gouvernement de légère ouverture. De légère ouverture qui venait tout de suite après une présidentielle, tout de suite après une dissolution, mais Mitterrand avait sûrement un peu plus de doigté. Ceci étant, il n'avait pas plus fait rentrer un grand RPR ou un grand UDF. Là, l'ouverture de Nicolas Sarkozy est bien sûr une très très fausse ouverture. Besson est une sorte de traître de comédie, dont je crois qu'il vaut mieux ne pas parler, parce que c'est pas très glorieux. Kouchner est un homme un peu comme Madame Veil, quelqu'un d'emblématique, mais qui n'a jamais été élu nulle part et qui n'a jamais été confronté à quelque élection que ce soit. Je parle d'élections locales, nationales, je ne sais pas l'universel. Les deux jeunes femmes, Rachida Dati, l'avenir nous dira quelle est sa compétence exacte. En tout cas, elle ne venait pas d'une formation politique. Ce n'est pas une ouverture politique. Ça n'est pas du tout une ouverture. Et puis... il y a Jean-Pierre Jouyet. Favela vient un peu de quand même de la fonction municipale, et puis elle est élue à... Alors, elle, j'aurais tendance à dire que ça, c'est une espèce de geste qu'on pourrait essayer de dialoguer avec les immigrés de la seconde génération et les gens qui se battent contre l'islamisme, le djihadisme et tous les obscurantismes. Alors Jouyet, j'allais dire que c'est le même transfert que Ribéry de Marseille au Bayern.
Là, il va jouer la même partie. C'est un technocrate qui a toujours été un super technocrate. Bon, il a fait des épousailles dans les hautes sphères, mais en même temps, il était l'ami de Hollande, devenu le soutien de Bayrou, et il devient l'adjoint de Kouchner et du président Sarkozy pour les affaires européennes. Avec le succès que l'on voit pour le moment, parce que dans le domaine de l'Europe, moi je ne vois pas pour le moment de grande progression. Je vois simplement que le Portugal va avoir la présidence de l'Union pendant 6 mois, et que M. Sócrates ne semblait pas connaître M. Strauss-Kahn. Donc il fallait que le 14 juillet, toute séance tenante, mis à part les déclarations d'amour public à Dame Cécilia, le président de la République présente l'éventuel futur Strauss-Kahn. Alors en matière d'ouverture, je ne vois pas autre chose. Il y a une certaine Ramatoulaye Yad qu'on a fait venir de Public Sénat, c'est-à-dire de la chaîne de télévision du président El Kabache, l'un des employés d'Arnaud Lagardère et du président Poncelet, puis qui s'est occupé, me dit-on, de la francophonie à l'UMP au moment où son mari s'occupait de la francophonie au PS. Donc ils sont tous les deux, le mari chez Bockel et la dame secrétaire d'État. Alors il reste Bockel. Bockel, l'avenir nous dira si l'expérience est durable du point de vue alsacien, du point de vue national, et si ça fait tant de plaisir que ça aux élus, notamment Mme Grosclaude, fabuleuse. Mais moi j'étais favorable à un gouvernement de large union, j'étais favorable à ce qu'on intègre des gens de divers horizons. Je pense que là, pour le moment, nous avons eu une mini-ouverture, avec certes un Premier ministre qui a tété le biberon de Joël Le Theu, le ministre de la Défense de Valéry Giscard d'Estaing, donc qui a une expérience politicienne et qui est un aficionados de Philippe Seguin. Donc la vraie question est de savoir qui est le Premier ministre et qui est le Président. Si je lis bien Le Monde d'avant-hier, le Président de la République française s'appelle Henri Guénaud. Et si je lis bien, et si je vois bien les émissions de télévision, même quand un autocar polonais, par malheur, tombe dans un ravin d'une route qu'il n'aurait pas dû emprunter, on a tout le monde sur le pont, François Fillon, Premier ministre, Jean-Louis Borloo, Super ministre d'État, Madame Alliot-Marie, qui est venue, pas venue, je ne sais plus très bien, et puis le Président de la République, avec le président polonais. Dans tout ça, je me demande s'il n'y a pas un peu de hâte et de précipitation, un peu beaucoup de cafouillage et un peu d'excès de médiatisation ou de gesticulation. Enfin, et je voudrais être positif, moi ce que je souhaite, bien que n'ayant pas voté pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'on ne regrette pas trop vite Jacques Chirac. Or, pour le moment, ils commencent les uns et les autres à nous le faire regretter, notamment sur le plan international. Je vois que le voyage en Afrique n'avait pas été très bien préparé. D'ailleurs, je pense que M. Sarkozy n'ira pas au Congo-Brazzaville parce qu'il n'est pas urgent d'aller saluer l'un des pires dictateurs sanguinaires, voleurs, cambrioleurs qui soit, condamné par un certain nombre de pays et de membres de la communauté internationale. S'il veut aller saluer le doyen Bongo, pourquoi pas, il est président d'un pays d'1 million d'habitants. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. Il va falloir songer à une autre politique de la France en direction de l'Afrique et à d'autres contacts entre les 53 pays d'Afrique et l'Europe. Enfin, il n'y a pas de statut de la première dame en France. Si les us et coutumes actuels évoluent vers plus de présence de la première dame, entre guillemets, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que, comme Madame Edith Bongo-Sassou, Madame Cécilia Sarkozy pense qu'elle peut avoir une carte de crédit qu'elle n'a plus. Alors elle l'a rendue, Dieu merci. C'est là que je dirais que pour le moment, le président Sarkozy me semble assez réactif quand il y a des caganes. Très bien, je pense que c'est un portrait très largement dressé de l'ensemble du personnel politique. Vous venez de démontrer votre connaissance plus que parfaite du milieu. Attendez, milieu, pas le milieu au mauvais sens du terme, au bon sens du terme. C'est un milieu ni Corse, ni 17e, ni 18e arrondissement. C'est une medio veritas, espérons-le. Alors, venons-en maintenant à d'autres questions qui seront plus probablement déterminantes pour le jugement que les Français vont porter prochainement, dans quelques semaines ou quelques mois, à l'égard du président de la République. Ce qui est frappant, et vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est qu'on ne discerne toujours pas les grandes lignes
du gouvernement institué par M. Sarkozy. Je parle du gouvernement au sens général du terme. Pour prendre l'exemple que vous avez cité, celui de M. Guénaud, qui donne au Monde samedi une interview de 3/4 de page, effectivement, il s'exprime comme s'il était le président de la République. Et alors, ce qui est frappant, c'est que ce garçon nous explique que finalement, il faut redynamiser, redonner vie à la politique, et que pour lui, la politique a deux exemples majeurs, parmi d'autres, c'est Colbert, donc le XVIIe siècle, et les Trente Glorieuses, qui, comme chacun sait, ont été les années qui ont suivi la destruction de la France par la guerre. Donc, pendant ces années-là, on a vraiment fait de la politique. Alors, je suis un petit peu inquiet parce que le colbertisme, c'est une doctrine que l'histoire connaît bien et que l'histoire a bien décrite. Les Trente Glorieuses, on sait exactement pourquoi elles ont été glorieuses, et je rappelle quand même qu'à la fin des Trente Glorieuses, il y avait 30% de prélèvements obligatoires en France, et qu'actuellement nous sommes à 55% de dépenses publiques, ceci pouvant expliquer cela. Donc, si on y ajoute le fait que M. Guénaud s'exprime sur, par exemple, les droits de succession, en disant qu'en proposant leur abrogation en grande partie, il avait hésité quand même, à me dire que peut-être que, enfin, il avait pris la décision finalement. Alors, on se demande vraiment finalement si ça n'est pas d'abord lui qui gouverne d'une part, ça vous l'avez quand même expédié en quelques mots, mais surtout si cette ligne qui est complètement coupée des réalités du monde, lui-même d'ailleurs le dit, il dit on est vraiment les seuls qui soyons encore capables de faire de la politique. Donc ça a un petit côté coréen, nord-coréen, un petit côté cubain, qui commence à m'inquiéter un petit peu. Donc, est-ce que vous croyez que ce genre de ligne va demeurer, ou bien est-ce qu'elle va être expulsée en même temps que le personnage? Parce que finalement, est-ce qu'un président de la République peut accepter ça très longtemps? On a vu dans le passé des gourous ou des éminences grises ou des proches ne pas durer très longtemps au premier étage de l'Élysée ou auprès d'autres présidents. C'est vrai qu'il y a un triple problème en ce moment. Il y a deux gays au premier étage, il y a Guéant et Guénaud, et je sais qu'ils se chamaillent beaucoup pour parler l'un plus que l'autre. Parce qu'avant même l'interview de M. Guénaud dans Le Monde d'avant-hier, il y avait eu cette fameuse interview à la tribune de M. Guéant, secrétaire général de l'Élysée, la veille du discours de politique générale du Premier ministre de la France. C'est-à-dire que là, il y a un hiatus entre, j'allais dire, les énarques, les technocrates, les polytechnocrates, et les élus. Et je sais que dans le groupe UMP du Sénat et de l'Assemblée nationale, ça commence à grogner. Je pense qu'il y aura assez vite aussi un problème entre les petits messieurs de l'Élysée qui entourent le président de la République et le Premier ministre. Si j'ai lu dans la presse, pas seulement satirique, sérieuse, à la suite d'une déclaration du porte-parole du président de la République, M. Martinon, entre guillemets, M. Fillon, Premier ministre, a dit « ce petit Martinon est un con » ou « ce Martinon est un petit con ». Enfin, ça revient au même. Par conséquent, il y aura un petit peu... Oui, c'est une citation que j'ai lue, entre guillemets. Donc, il y aura des érésipèles nerveux qui seront sécrétés par les effervescences ou les excès de ces jeunes messieurs qui n'ont pas beaucoup de sens de la politique parce qu'ils n'ont jamais fait de terrain, de militantisme, ils n'ont jamais été élus. Et là, vous venez de rappeler, mon cher Claude Reichmann, que Guénaud s'exprime sur la fiscalité comme s'il était décideur, même plus propositionneur, décideur. Alors il y a autre chose. Il y a la sagacité, le machiavélisme du président Sarkozy, dont je connais les capacités dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il lance, j'allais dire, des bidons, parce que ces gens-là sont bidons, des bidons d'essai. Et puis si jamais ça marche, il lancera l'artisan, et si jamais ça ne marche pas, il désavouera, comme il a fait pour un certain nombre de choses déjà depuis 2 mois. Ce que je pense, et ce qui compte, on l'a vu avec Giscard en 1974, qui avait omis de dissoudre et qui se chamaillait assez vite avec son Premier ministre Giscard, moi je crois qu'on aura une explication des gravures au début du printemps prochain entre François Fillon, le séguiniste, mais pas colbertiste, mais pas planificateur et pas trop interventionniste, et le Guénaud de service, celui-là ou le suivant, qui osera dire qu'il ne faut pas faire la politique pour laquelle le président a été élu. Parce que vous venez de le rappeler, le président Sarkozy il a été élu sur les valeurs sécurité, travail, entreprise, stop au chômage des jeunes. Il a été élu sur un programme, j'allais dire, entre Thatcher et Blair.
il n'a pas été élu, bien évidemment, sur un programme d'un colbertiste, planificateur, énarque, genre la bande à Seguin, dont M. Guénaud a longtemps été le gourou. C'est un peu le paradoxe de Nicolas Sarkozy, et en même temps sa force. C'est que là, pour le moment, il n'a pas fait un rassemblement, ni une ouverture. Il a confectionné ce que j'appellerais un clafoutis. Et à partir de ce clafoutis, on verra bien qui va se casser les dents sur un noyau de cerise. Alors justement, il y a plusieurs recettes du clafoutis, mon cher Jean-François. Il y a la recette du clafoutis avec noyau et sans noyau. Alors avec noyau, c'est plus parfumé, Ouais. sans noyau, c'est plus sûr. Je pense, Et là, je pense, mon cher Claude, qu'en réalité, et on en est à l'aube de cette période, nous allons rentrer non pas dans la période des noyaux, mais des pépins. Parce que l'Europe des 27, je prends par exemple cette histoire des infirmières bulgares prisonnières en Libye. Dans toute cette affaire, il y a un background franco-américain et même britannique détestable. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, on a fait des courbettes devant M. Kadhafi. Nous, la France, on s'est fait brûler l'ambassade en 1980. On a un avion des C-10 du théâtre qui a sauté au-dessus du Ténéré. Les Américains ont eu Lockerbie. Bon, il y a eu des histoires d'argent, d'indemnisation. Mais enfin, là, de choses une, où ces infirmières sont coupables d'avoir inoculé le sida, et je suis favorable à la peine de mort en Libye, où ça n'est pas le cas, et je ne suis pas favorable à ce qu'on ait des espèces de transactions financières absurdes. Alors maintenant, qu'il faille faire avec ce commandant de la Jamaria libyenne une espèce de transaction quand même, par humanité, pour sauver ces gens-là, infirmières et médecins palestiniens, et les extrader vers la Bulgarie, je crois que la communauté européenne, l'Union européenne, a fait tout ce qu'il fallait, parce que ça va coûter quelques centaines de millions de dollars, semble-t-il. Mais en faire un peu trop par rapport aux autorités européennes, et voir M. Guéant, mais surtout Mme Cécilia Sarkozy, tenter d'apparaître comme Lady Diana s'occupant des enfants qui sautent sur les mines, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas excessif dans le sens du show. Alors nous allons, après ce premier balayage général de la situation, marquer une pause pour laisser nos téléspectateurs reprendre leur souffle après les analyses ébouriffantes de Jean-François Probst. Et tout aussitôt après, nous reprenons notre émission. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à nouveau. Nous sommes aujourd'hui toujours le 23 juillet. Nous enchaînons cette émission dans la foulée. Et au cours de ce 21e numéro d'Entre nous soit dit, avec Jean-François Probst ici présent, nous balayons l'ensemble, en tout cas une grande partie, du terrain politique de manière à essayer de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux prévoir ce qui va se passer. Je rappelle également que Jean-François Probst est l'auteur d'un des best-sellers de l'année, Chirac, mon ami de 30 ans. C'est un ouvrage qui est apparu il y a peu de temps et qui a connu très vite un grand succès, très mérité, car, j'oublie de citer l'éditeur, c'est de Noël. Beaucoup de journalistes qui ont lu le livre m'ont dit qu'ils lui ont trouvé une qualité essentielle, parmi d'autres. C'est un ouvrage de première main. Le témoignage, ce ne sont pas des témoignages recueillis auprès d'eux, ce sont des témoignages directs. Alors on peut ne pas être d'accord avec vous éventuellement, c'est un autre problème, mais en tout cas, personne ne peut nier que le témoignage soit particulièrement fort et particulièrement probant. Donc, avec Jean-François Probst, nous avons, au cours de la première partie de cette émission, évoqué les débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le mot déjà quinquennat fait un peu peur. Quand on voit tout ce qui se passe en 2 mois et 10 jours, on se demande comment on va tenir pendant 5 ans. Mais enfin, tout est ouvert. Et donc, nous allons maintenant aborder les problèmes économiques et sociaux. Alors, nous les avons un peu abordés avec l'évocation de l'interview de M. Guénaud, qui se réclame du colbertisme et des Trente Glorieuses. Mais enfin, il y a quand même déjà quelques mesures qui sont prises, qui sont votées, et il faut le dire tout à fait objectivement, qui sont conformes aux engagements de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale. Il avait dit qu'il ferait la détaxation des heures supplémentaires, elle a été votée par l'Assemblée nationale, elle va l'être par le Sénat, et qu'il ferait l'allègement des droits de succession, c'est fait, etc., etc. Bon, toutes ces mesures figurait en effet dans son programme, et il a l'intention de tenir ses engagements. Mais le problème qu'il y a, et c'est ce qu'il y a de vraiment plus grave, c'est que ces engagements, pour sympathiques qu'ils puissent être, personne ne peut être contre l'allègement de telle ou telle charge fiscale ou sociale, ne sont pas une politique
car avec ces mesures, elles ont été estimées à 13 milliards et demi de dépenses supplémentaires. 13 milliards et demi d'euros, ça n'est pas rien. Et en même temps, il n'y a aucune mesure d'allègement des dépenses publiques. C'est-à-dire que nous allons retrouver inévitablement, par un jeu mécanique, dans quelques semaines ou quelques mois, un montant d'impôt supplémentaire équivalent à cette somme. Donc, est-ce qu'il va y avoir, d'après vous, Jean-François, une deuxième vague qui n'a jamais été annoncée par Nicolas Sarkozy, de mesures qui cette fois-ci vont être un tout petit peu le renouvellement de l'austérité qui a été très vite, en 95, qui a suivi très vite les premières dépenses, ou bien est-ce que nous allons aller vers des déficits de plus en plus importants? Et alors là, c'est l'Europe qui va nous condamner très rapidement. Que pensez-vous à la fois de cette situation et de ces évolutions? Mon cher Claude Reichmann, nous avons vécu, vous comme moi, notre génération, quasiment 4 événements de la même nature que celui que vous venez d'expliciter. Giscard est élu en 1974 plutôt convenablement, avec l'aide de Chirac contre Mitterrand, mais surtout contre Chaban. Une politique économique voit le jour, avec toutes sortes de mesurettes et de gadgets. 2 ans après, à peine, Chirac s'en va, Raymond Barre arrive, et il faut faire une politique de rigueur et d'austérité. Parce que déjà à l'époque, on a peur de réduire les déficits, on a peur de réduire la masse forte, totale, qu'exerce la fonction publique, le trop grand nombre de fonctionnaires, sur l'économie du pays. Et comme chaque politicien a peur des syndicats de fonctionnaires, chacun va en retraite, et ça n'est pas un hasard si Giscard d'Estaing était le premier d'entre eux. Arrive François Mitterrand, qui n'est pas non plus suspect de vouloir faire du mal aux fonctionnaires. Alors on a en 81 une politique économique présidée par M. Jacques Delors à Rivoli, là aussi échevelée. Et puis, à force d'être au bord des dévaluations, des déficits et des dettes, on a une nouvelle politique dès 83. Vous avez rappelé qu'en 95, Jacques Chirac, qui, sur le conseil de Philippe Séguin et de M. Todt, voulait réduire la fracture sociale, parce que maintenant M. Guénaud essaye de s'approprier tous les concepts. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un moment, donc Chirac, Juppé, qui ne déroge pas à la règle, l'offre pour l'offre, 6 mois, 12 mois plus tard, change de méthodologie, et au lieu de rester droit dans ses votes, devient mou du genou. À un moment, c'est là que M. Guénaud se trompe dans son intervention du journal Le Monde. On ne peut pas à la fois affirmer qu'on est reaganien ou thatcherien, comme M. Sarkozy l'a dit pendant toute sa campagne électorale, en rendant sa force au capital, au travail, à la participation et au travail de tous, c'est-à-dire à la diminution des charges de la fonction publique et des allocations qu'on donne à toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Et en même temps, se prétendre colbertiste et interventionniste. Parce que autant on pouvait, à l'époque du général de Gaulle et du plan Rueff, faire repartir une économie dans la période des 30 Glorieuses, à un moment où on avait des difficultés avec l'empire colonial et la guerre d'Algérie. Mais attendez, aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation face à des concurrents qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, d'autres pays émergents et les pays européens très proches de nous, dont certains ont l'air très très pauvres comme la Roumanie et la Bulgarie, mais qui vont être de redoutables concurrents sur le plan industriel et commercial. Par conséquent, moi j'ai assez confiance dans ce que peut comprendre M. Jouyet et dans ce qu'il peut exprimer au président de la République, puisqu'il est à la fois l'ami de Hollande, de Bayrou et du gouvernement Fillon-Kouchner, enfin du gouvernement du président Sarkozy. Je n'ai pas trop confiance dans les technocrates qui ne comprennent pas le peuple. Encore une fois, là, récemment, l'Union européenne, la Commission a décidé que les pêcheurs d'anchois allaient arrêter de pêcher. Attendez, il va falloir un jour que Bruxelles se rende compte qu'on ne peut pas décréter n'importe quoi, n'importe quel moment. Et à l'inverse, et vous en êtes le spécialiste, quand il y a une directive européenne excellente qui annonce la fin du monopole de la sécurité sociale, là où le Parlement, le gouvernement français devrait lancer le train pour cette application qui ferait que chaque Français se sentirait en capacité d'adhérer à une assurance privée, alors là, on met le mouchoir, l'éteignoir, et M. Bertrand ne se trouve pas encore ridicule d'être le ministre aujourd'hui, celui-là même qui a creusé les déficits des dépenses sociales. Alors, est-ce qu'on va tenir
Sarkozy est un coureur à pied, un jogger, mais j'ai lu quelque part dans un journal satirique que les meilleurs spécialistes du jogging trouvaient qu'il court mal et qu'il sprinte tout le temps. Alors on peut sprinter tout le temps quand on est dopé, et je rends hommage aujourd'hui au vieux coureur mort hier, Jean Stablinski, à 75 ans, mais certains sont morts beaucoup plus jeunes parce qu'ils se dopaient trop. Il y en a qui se dopent au succès, il y en a qui se dopent aux médias, il y en a qui se dopent au wishful thinking. Ce que je crois, c'est qu'il va falloir travailler d'arrache-pied pour voter un budget à l'automne intelligent, ne pas reculer sans arrêt devant la rue les syndicats, ou notamment les fonctionnaires. Et là, on vient d'avoir sur le service minimum et sur ce qui a été exprimé par le Premier ministre Fillon, le lendemain par M. Jack Lang, adjoint, vice-président de M. Balladur à la commission de réforme des institutions. Et quand M. Fillon a dit qu'il faudrait commencer à réfléchir sur le service minimum dans l'éducation nationale, M. Lang, le lendemain, a parlé d'absurde. Enfin, puisqu'il vient de chez Mme Royal, il a dû vouloir dire absurditude. On est donc dans un pataquès général au sein duquel il va falloir que le président arbitre, comme il a voulu, dans le quinquennat nouveau, présidentialisé encore plus que prévu le régime. C'est lui qui va devoir trancher. Et c'est pas parce qu'il ira parler devant le Parlement, enfin devant les députés à l'Assemblée une fois par an, que ça va lui conférer un statut de président des États-Unis. Nous sommes une démocratie parlementaire. Le général de Gaulle et ses successeurs, notamment M. Mitterrand, avaient eu la sagesse de garder le train dans les rails des institutions de la Ve République. Je voudrais simplement rappeler à M. le Président Sarkozy qu'aujourd'hui, avec la faible majorité qu'il a eue à l'Assemblée nationale, enfin, elle est une majorité, mais elle est suffisamment faible pour qu'ils n'aient pas les 3/5 au Congrès pour faire une réforme institutionnelle. Par conséquent, plutôt que d'essayer de changer les règles du jeu, en instillant un peu de proportionnel, on me disait aujourd'hui qu'on allait mettre une proportionnelle nationale pour qu'il puisse y avoir des sénateurs nationaux, ce qui permettra sûrement à M. Douste-Blazy de finir sa carrière au Sénat, puisque pour le moment, il est comme d'autres en stand-by à l'Élysée. Mais objectivement, ce n'est pas l'objet du débat et ce n'est pas à la hauteur des défis. Nous avons, et on l'a vu la semaine dernière, des vrais défis industriels. Il m'a semblé que le président Sarkozy avait mis un genou en terre devant les Allemands, puisque c'est maintenant l'Allemagne, si je puis dire, qui dirige Airbus, sans dévaluer pour autant la capacité du président gallois, à la tête de ADS, d'être un homme de la finance. Les Allemands contrôlent 84% des productions de ADS. J'ai l'impression que nous avons été légèrement perdants dans cette cacophonie. Cela dit, on peut attribuer aussi le poids de l'échec à M. Forjard qui a eu un golden parachute, à M. Breton qui savait tout, il y a tout à passer. Ou à M. Allez, j'allais dire les 1, moi j'en veux beaucoup aux 1. En 10 ans, nous avons eu Jospin, Raffarin, Villepin, et si ça ne suffisait pas d'ailleurs, nous avions aussi à un certain moment Séguin, qui est maintenant président de la Cour des comptes, et ça m'amuse, on en parlera peut-être tout à l'heure à la faveur de l'audition du président Chirac par les juges. En 2001, lorsqu'il faisait campagne pour la mairie de Paris, le citoyen Philippe Séguin, contre Tibéri, disait il faut mettre un terme au système Chirac. Lui qui fut nommé par la suite président de la Cour des comptes, j'imagine par le système Chirac. J'aimerais qu'aujourd'hui, on en parlera, un certain nombre de ces citoyens-là, Villepin, Raffarin, Jospin, Séguin, soient entendus, pas tellement par les juges, mais fassent partie d'une sorte de comité d'honneur pour essayer de comprendre comment tout ça a fonctionné ces dernières années. Et comment allons-nous faire tous ensemble, puisque le candidat Sarkozy nous a dit ensemble on réussit, ça va être la rupture. Pour le moment, je ne vois pas de grande rupture. Alors, précisément, j'aimerais revenir à titre historique sur une des caractéristiques un peu étranges de ce désir de Nicolas Sarkozy de s'exprimer devant le Parlement. Vous vous souvenez sans doute que quand le général de Gaulle a été appelé à revenir au pouvoir, le grand débat consistait à savoir s'il irait ou s'il n'irait pas à l'Assemblée nationale en tant que président du Conseil désigné. Ouais. Il l'avait accepté à son corps défendant, mais dans l'intérêt de son entreprise. Et pour lui, il était invraisemblable
la Ve République installée, le président de la République s'exprima devant l'Assemblée nationale en tant que président. Et ce qui aura un curieux retournement des choses de s'apercevoir qu'une des grandes réformes que veut installer M. Sarkozy, c'est précisément un des points que le général de Gaulle critiquait d'une manière systématique, parce que c'était la logique de son système. Et c'est très important d'aller au fond de ce problème, parce qu'il en va beaucoup plus qu'on ne le croit de la stabilité, de la solidité de ces institutions. Le général de Gaulle, en créant la Ve République, a ramené dans les plumes du coq gaulois au moins 3 belles couleurs. L'unité nationale, la stabilité ministérielle et politique, et en même temps l'enthousiasme qui a redonné du démarrage à la politique industrielle, commerciale, créative, de recherche de la France. Entre le concept de M. Dominique Galluzzo de Villepin, qui pensait que les députés étaient des connards, et il le disait, et le concept de l'ancien député, ancien ministre Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, qui veut faire son discours du trône, parler devant les connards, qui veut faire son discours à la nation, comme on dit aux États-Unis. Je pense qu'il faut y réfléchir à plusieurs fois. D'abord parce qu'on reste le pays de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs. Deuxièmement, parce que de plus en plus, depuis quelques années, en allant par facilité ou par démagogie ou par envie de médiatisation des choses. Vous savez, moi, quand j'étais conseiller parlementaire de ministre ou de Premier ministre, nous, non élus de la nation, nous n'avions pas le droit d'entrer dans l'hémicycle. Seuls, sauf, hormis les huissiers qui portent des plis, les députés ou les sénateurs entraient dans l'hémicycle. Et un ministre ne pouvait rentrer dans l'hémicycle qu'à partir du moment où une certaine cloche avait sonné et le président était déjà en place. C'était cette espèce de symbolique, ce rituel, auquel moi personnellement je suis assez attaché. Alors, sans rentrer dans le débat entre la messe en latin face au public ou fidèle ou la messe de Vatican II, pour ce qui concerne les institutions de la France, de toute façon, quelle que soit la décision qui sera prise, et si j'ai bien compris à la majorité, le président de la République sera invité, pour ne pas dire autorisé, à venir s'exprimer devant le pouvoir législatif. Comme dirait Popus, ça n'a trop d'aucune importance. Bien, ben voilà le débat constitutionnel expédié d'un mot. Il est quand même important parce que cette évolution de la Ve République est malgré tout notable et que, ici et là, on parle d'une Sixième République qui est effectivement en train de s'installer et que... Je peux me permettre de vous interrompre sur ce point, sur la Sixième République. Moi, je l'appelle de mes voeux parce qu'il faut évoluer. Elle n'a pas besoin d'être sixième, elle peut être cinquième, bis, il y en a eu d'ailleurs des réformes constitutionnelles sous Chirac, sous Mitterrand. Vous n'avez pas rappelé, mon cher Claude Reichmann, que le général de Gaulle avait également interdit à son gouvernement d'aller au Sénat et n'envoyait qu'un ministre depuis que Gaston Monnerville avait dit forfaiture. Ce que je crois, c'est qu'il faut, avec bonheur et enthousiasme, avec jeunesse et compétence, faire quelques propositions de nature à redonner de la vigueur à l'économie française, à la recherche française, à l'éducation en France, à la santé en France. Moi, je suis pour la fermeture du Conseil économique et social et pour le noyer, pour qu'il ressuscite, pour partie dans le Sénat. Et transformer le Palais d'Iéna en une nouvelle université des quartiers de l'Ouest. On confierait à M. Decoing pour qu'il donne des cours aux plus défavorisés. Mais je crois qu'il faut faire revivre ce Sénat qui est moribond. D'ailleurs, je pense qu'il serait judicieux que le président Poncelet quitte avant terme ses fonctions compte tenu d'un certain nombre d'affaires qui ne sont pas bonnes. Il n'est pas bon que le président de la deuxième chambre, second personnage de l'État, susceptible de faire l'intérim du président de la République, soit comme ça, accusé d'avoir eu une employée fictive pendant 30 ans payée par la Poste, ou avoir des histoires de corruption et de prévarication. Donc il faudrait, je suppose, un nouveau président du Sénat, quel qu'il soit, c'était un vote en interne. Et un Sénat rénové, qui légifère, qui contrôle et qui donne plus de vigueur à la voix de la France dans le monde. Deuxièmement, je pense que le Parlement, à l'Assemblée nationale, en tout cas, doit beaucoup plus travailler, beaucoup plus être ouvert sur le monde, beaucoup plus légiférer. Je crois aussi d'ailleurs que les députés que nous envoyons à Strasbourg et à Bruxelles, ce qu'on appelle les parlementaires européens, doivent être beaucoup plus pris en cause dans leurs analyses et leurs décisions. Mais au-delà de ça, il y a surtout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la relance, la recherche, la rééducation.
la redéfinition des contours de la santé publique, de la santé privée, des remboursements de frais de santé. Et enfin, puisqu'il y a eu une polémique sur Mme Rachida Dati, son directeur de cabinet qui l'a trouvée insultante et injurieuse, que ses frères ont été convaincus de trafic de drogue, je crois que tout ça n'est pas très bon pour notre image à l'étranger. Là, il faut mettre un peu de propreté, un peu d'ordre, enfin, il sied à la place Vendôme d'exposer plutôt des bijoux que des sacs de riz au lait. Alors, par conséquent, ce qu'il faudrait, c'est de la volonté. Ça, je pense que Sarkozy en a, de la ténacité, je sais qu'il en a beaucoup. Je lui suggérais d'aller, qui va piano, va sano, mais surtout du calme avec l'international, parce que Bush ou le futur président américain, ce ne sont pas des enfants de cœur. Nous n'avons pas bien traité nos alliés, il n'y a pas de raison qu'ils nous traitent mieux que nous les ayons traités ces dernières années. Attention aux Russes et aux Chinois et aux Indiens. On a vu d'ailleurs qu'ils avaient un savoir-faire pour soigner Michel Rocard qui ne voulait pas accueillir toute la misère du monde. Cela dit, il ne s'agissait pas d'une hémorragie cérébrale. Les journalistes feraient bien de vérifier ce qu'ils disent. Il s'agissait d'un hématome qui a été vidé. Et merci Michel Rocard, qui traitait mon ami de 30 ans, Jacques Chirac, de chenapan, va très bien. Alors je voudrais finir. J'étais pas très méchant. C'était gentil. Oui. Et d'ailleurs, c'était approprié. Et je voudrais finir justement sur Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Alors précisément, puisque nous approchons, on n'y est pas encore du terme de l'émission, et à propos de Jacques Chirac, bon, il y a une question qu'on ne peut pas évacuer, d'ailleurs la grande presse vous a largement interrogé à ce sujet ces jours-ci, c'est le fait que pour la première fois un président de la République se voit interrogé par des juges, sans qu'il y ait pour l'instant de décision prise sur son statut, s'il était, je crois, témoin assisté, enfin, s'il n'était que cela, c'était quand même à la fois une grande novation, et en même temps, et je le dis, je n'ai pas d'indulgence particulière envers Jacques Chirac, et vous êtes son ami de 30 ans, mais ça me donne un certain malaise, pour tout vous dire. Même si Jacques Chirac a pu commettre ici ou là des choses que les lois réprouvent, je ne suis pas sûr, et là je pose la question plus que je ne l'affirme, que le fait qu'il soit entendu par des juges soit finalement une très bonne chose pour la démocratie. C'est une chose qu'il aurait fallu faire avant. On le fait maintenant, les juges le font. Je dois dire que j'aimerais bien qu'on range ce livre-là dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, dans 2 ou 3 mois, au travers d'une procédure appropriée, une fois qu'on aura auditionné, comme on dit, ou entendu, chacun et tout le monde, pourquoi pas Giscard à propos des diamants et des avions renifleurs, pourquoi pas le reliquat de l'équipe de Mitterrand sur la raison du suicide de François de Grossouvre à l'Élysée ou de Pierre Bérégovoy à Nevers, Raymond Barre et Giscard sur les disparitions, assassinats de M. Debreuil, Moulin ou Fontanet. Et puis, moi je ne fuis pas la question parce que je ne suis pas suspect d'avoir été dithyrambe et avec l'ostensoir vis-à-vis de mon ami M. Chirac. Et mon livre, je pense, vous avez eu la gentillesse de rappeler que c'est un succès, j'y écris des vérités. Et je crois qu'à la fin, je lui lance plutôt un cri d'affection qu'un cri de désaffection. Mais pour l'image de la France dans le monde, je crois que ça va bien. Parce que la seule image que nous ayons, c'est Clearstream, les juges, les frais de bouche, la mairie de Paris, les scandales, les détournements de fonds, et nous finissons par apparaître. Ce que je crois, la France n'est pas une république bananière. Alors, bon, ça y est, le président a été entendu pendant 4 ans, le président Chirac, 4 mois, pardon. 4 heures. 4 heures. 4 ans, vous voyez, non, mais c'est-à-dire, je ne sais même plus si ça fait pas 40 ans, tellement on en parle depuis tellement longtemps. Donc voilà, il a été entendu pendant 4 heures. Il a commis dans Le Monde la veille, je crois, un excellent papier que tout le monde doit lire, relire et faire lire à son voisin. Il dira, je pense, en toute transparence, d'ailleurs, vous savez, bon, il m'est arrivé une fois d'aller dans la brigade financière, quand vous y restez un certain temps, c'est pas la peine de vous prendre les pieds dans le tapis, donc vous êtes amené à dire et à montrer des vérités, il faut être factuel, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un homme libre d'ailleurs. Alors, moi j'ai fait une proposition, c'est-à-dire qu'une sorte de comité d'honneur, à base de Villepin,
Raffarin, Jospin, Tous les le ans, vous président de la Cour de cassation, le président Seguin, le président du Conseil constitutionnel, le président Balladur, le président Lang, le président Mazot, le président du Conseil économique et social, le président Accoyer, le président du Sénat, tout le monde, et entendre tout ce beau monde. Tout ce beau monde, c'est qui? Puisqu'il s'agit essentiellement du financement des partis politiques. Et moi, j'ai eu le grand honneur d'être depuis 1974 apparatchik, militant, élu, et en 1976, directeur de cabinet du secrétaire général du RPR. Et pendant 10 ans, secrétaire général du groupe RPR du Sénat auprès de l'excellentissime Charles Pasqua. Alors quoi? Moi, je suis prêt à parler devant n'importe quel comité d'honneur. Mais c'est pas de moi dont il s'agit. Il faut faire venir monsieur, madame Buffet pour le Parti communiste, monsieur Mauroy, monsieur Rocard, monsieur Jospin, monsieur Hollande pour le Parti socialiste, monsieur Juppé, monsieur Sarkozy, monsieur Seguin, madame Alliot-Marie pour le RPR, monsieur Juppé, monsieur Sarkozy, monsieur Devedjian pour l'UMP. Une fois que tout ce monde-là, responsable, aura été entendu, et que nous, militants d'autrefois, d'aujourd'hui, on se sera senti collectivement responsables des couillonnades qui auraient pu avoir lieu. Je le rappelle, avant 90, il n'y avait pas de loi. On l'oublie. Entre 90 et 95, il y a pu y avoir des glissades, ou des dérives, ou des cambriolages, ou des vols. Certains ont d'ailleurs été punis, souvent pour les autres. Emmanuelli et Juppé, dont je ne suspecte ni pour l'un ni pour l'autre quelque enrichissement personnel que ce soit. Et je mets alors au bourrier tous ceux qui, dans le passé, ont été des moutons noirs et ont amené vers la classe politique cette espèce de suspicion. Les médecins, les boucherons, les Balkany, les Carignan, les Schuller, bon. Ça, je ne sais même pas pourquoi on leur redonne des investitures. Et puis, il y a les dernières années. C'est pour ça que je mettrai comme à la tête du comité d'honneur les 3 premiers ministres des 10 dernières années. Jospin, Raffarin et Villepin. Et une fois qu'on aurait statué sur tout ça, on rangerait définitivement l'affaire et le livre. Parce que nous avons des sujets beaucoup plus primordiaux à mettre sur la table, pour lesquels aussi bien Jacques Chirac que tel ou tel peuvent encore amener quelque vigueur que ce soit. Mais malheureusement, mon cher Claude Reichmann, je sais que ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'il va encore y avoir l'affaire Clearstream, peut-être la mise en examen de tel ou tel, qui sait, M. de Villepin, ancien Premier ministre, Mme Alliot-Marie, ancien ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, mais est-ce que les Français et les gens se rendent compte de ce que ça veut dire dans toutes les capitales du monde, quand un ancien Premier ministre de la France et une ministre de l'Intérieur actuelle, ancien ministre de la Défense, sont mis en examen au même moment où l'ancien président de la République a été entendu pendant 4 secondes, pardon, 4 heures par les juges. Alors, effectivement, nous arrivons maintenant cette fois au terme de cette émission. Je voudrais quand même rappeler que, et ce sera un sujet que nous aurons à traiter sûrement dans les prochains mois, car il est important, l'action des juges est quand même actuellement très grave. On a vu des juges récemment décréter que la facilité de licenciement n'était pas nécessaire pour relancer l'économie. On en a vu d'autres très récemment condamnés à des peines extrêmement sévères, des gens qui sous-traitaient des emplois à des travailleurs en situation irrégulière. Et puis je voudrais rappeler également qu'un des juges qui instruit l'affaire Clearstream, M. Duy, est aussi celui qui a abattu Alcatel, puisque c'est lui qui a mis en examen Pierre Suard, qui s'était pourtant défendu en disant que... Et comment ? Et en disant que ces précautions qu'il avait été obligé de prendre l'avaient été sur la demande pressante de M. Pasqua, ministre de l'Intérieur, et qu'il avait eu le choix entre ces dispositifs de sécurité et une garde permanente, qu'il avait choisi le dispositif de sécurité. Mais tout ceci a eu pour résultat des dizaines et des dizaines de milliers de licenciements. Donc moi j'aimerais que les juges soient un peu plus responsables et qu'en particulier ils aient à répondre de leurs actes lorsque ces actes s'avèrent inutiles, ou en tout cas fautifs, et que les conséquences sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan moral également sont particulièrement graves. Donc c'est une proposition que je fais. Moi je vous rejoins, mon cher Claude en une Reichmann. demi-minute, votre conclusion. Moi je vous rejoins et en conclusion, je suis peut-être un des rares Français à émettre parfois cette sentence qui n'est pas habituelle. Je ne fais pas confiance en la justice de mon pays. En tout cas, ma confiance est limitée. Un juge de Bayonne s'amusait dans un vésodrome allemand avec la carte de crédit qu'il avait dérobé. Il avait dérobé. Un juge d'Angoulême est monté sur le bureau et s'est masturbé devant le public. Donc il y a des erreurs dans toutes les professions et des... Bon, quant aux grandes affaires, c'est-à-dire celles qui ont mis en péril l'économie d'une telle entreprise française,
Alors je serais un peu plus mesuré. Je dirais que parfois, notre confiance vaut d'être limitée. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. Je remercie évidemment beaucoup Jean-François Probst de ses lumières qui sont à la fois précieuses et en même temps rares parce que peu de gens ont une telle liberté d'expression et une telle lucidité sur une classe politique qu'il connaît parfaitement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'espère que vous vous porterez bien et que vous serez heureux. Et en attendant, eh bien, à bientôt et vive la France.